Nous vous présentons donc ce soir une conversation entre George Pal et Douglas Trumbull. Il faut dire tout de suite que le cinéaste George Pal est décédé depuis que nous avons tourné ce document. Mais Pal avait été, pendant les années 50 et au début des années 60, un des plus illustres réalisateurs de films de science-fiction. Ce cinéaste d'origine hollandaise avait su fondre avec efficacité, fantaisie, poésie même, le cinéma d'animation et le cinéma proprement dit. Et c'est en mêlant l'un à l'autre qu'il a pu réaliser des longs métrages tels que Le choc des mondes, La guerre des mondes, La machine à explorer le temps et en 1962, Le monde merveilleux des frères Grimm. George Pal n'a cependant jamais pu bénéficier de la technologie sophistiquée et des sommes considérables qui sont à la disposition des spécialistes d'effets spéciaux d'aujourd'hui. Et sur ce plan, George Pal enviait sans doute Douglas Trumbull. Trumbull, lui, est plus jeune et c'est un créateur passionné d'effets visuels. Son talent, ses recherches, ses connaissances techniques lui ont permis de travailler avec les meilleurs réalisateurs et sur des films très importants. Qu'il suffise de citer 2001, Odyssée de l'espace, du cinéaste Stanley Kubrick, Close Encounters of the Third Kind de Steven Spielberg et le récent Star Trek. Trumbull a aussi à son crédit la réalisation de Silent Running, un film de science-fiction principalement interprété par Bruce Dern. Maintenant que vous savez plus précisément qui ils sont, écoutons cette conversation entre deux passionnés de science-fiction et d'effets spéciaux, George Pal et Douglas Trumbull. I'm interested, George, in what got you interested. Ce que j'aimerais savoir, George, c'est comment vous en êtes venu à faire le genre de film que vous faites et qui nous intéresse tous les deux, des films traitant de sujets autres qu'un mélodrame ou une histoire d'amour ou un western. Pour vous répondre, je dois vous dire comment je suis entré dans le métier. Je suis né dans une famille de comédiens et, naturellement, je n'aimais pas la scène. Je ne voulais pas jouer la comédie. Alors, je suis devenu architecte. Mais quand j'ai obtenu mon diplôme d'architecture en Hongrie, il n'y avait rien à construire. Avez-vous fait de la création de décors, étant donné votre... Oh, plus tard, oui, parce que quand... De la construction de décors. Oui. Quand j'ai eu mon diplôme, il n'y avait hélas rien à bâtir. Heureusement, je savais dessiner. Alors, j'ai fait des dessins animés, puis j'ai fait de la scénographie à Budapest, puis j'ai erré par toute l'Europe à faire des dessins animés, des dessins commerciaux. Au bout d'un certain temps, le dessin plat ne m'emballait plus. Je voulais les faire en 3 dimensions. Ce qui s'est produit est assez curieux. On m'avait confié une annonce de cigarettes et je les faisais danser au rythme de la musique. Et cela me barbait. Pour les Lucky Strike. Quoi? Lucky Strike. Non. Ça, c'était une copie. Non, pour une société allemande, Haus Meyerburg. Nous les faisions danser. Mais cela m'ennuyait de dessiner des cigarettes en randonnion. J'ai appelé le commanditaire au téléphone et lui ai dit « Que diriez-vous si je prenais votre cigarette, si j'y mettais votre marque de commerce pour qu'on la voie tout le temps? Pouvez-vous faire ça ?» Je lui ai dit « Bien sûr. » Alors nous avons fait bouger ces cigarettes au rythme de la musique, en somme. De l'animation image par image. Oui, ensuite, pour aller plus avant, nous leur avons mis des têtes et des bouches, les cigarettes pouvaient parler. Et des jambes ont suivi. Nous créions des dessins animés en 3 dimensions grâce à la technique de l'animation image par image. Stop motion, you know, and making several legs. For instance, we made Ainsi, nous avions 24 images de jambes pour chaque 2 pas de marche. Mais une fois dessinées, ces 24 positions des jambes, vous pouviez vous en resservir à l'infini. Le grand avantage, c'est qu'on pouvait les filmer en plan éloigné, en gros plan, d'en bas, d'en haut, comme on voulait.
Il en était de même des têtes. Nous avions quelques 100 têtes différentes, toutes des expressions différentes, toutes constamment réutilisables. Ces dessins étaient amusants à faire, mais vous savez ce qui est advenu du secteur des courts-métrages. Il n'était plus faisable pour le prix qu'on vous en offrait. Unfeasible. You couldn't make them for the money, but you do it. Dès ce moment-là, alors, vous songiez à vous engager dans la fabrication de longs métrages. Alors, nous avons créé le personnage de Tom Pouce et Destination Moon, car au fond, les marionnettes animées sont essentiellement des effets spéciaux. C'est ainsi que j'en suis arrivé là. J'ai commencé plus jeune que vous. Je disposais, vers l'âge de 10 ou 12 ans, d'une caméra 8 mm. Nous faisions de l'animation simple dans la cour chez moi, toutes sortes de trucs. Je faisais entrer un copain dans une boîte, j'arrêtais la caméra, le copain sortait de la boîte. Nous lancions la boîte du haut d'une falaise, nous arrêtions la caméra et ensuite mon copain sortait de la boîte. En somme, de bons vieux gags. Ouais, alors j'étais tout jeune, mais personne ne remarquait que je m'intéressais au cinéma. Moi-même, je m'en suis désintéressé un temps. À ma sortie du secondaire, je voulais devenir architecte parce qu'ainsi je ferais beaucoup de dessins. Alors je suis allé à l'école d'architecture. Il y avait des classes de dessin, j'aimais le dessin, je détestais les calculs. J'ai commencé à dessiner. J'ai dû passer par les mêmes phases que vous, en ce sens que j'ai beaucoup peint. Certains des tableaux qui se trouvent dans cette pièce datent du temps où j'étais à l'école. Puis j'ai commencé à me sentir frustré parce que mes tableaux ne bougeaient pas. C'est alors que je me suis réintéressé à mon idée d'animation. J'ai fait le tour avec ma serviette de dessin et de tableau de tous les studios d'animation en ville. Il se faisait alors des dessins animés de Mr. Magoo, vous savez. Graphic Films faisait des films d'animation très avancés, de l'animation très réaliste, des trucs pour la NASA et pour l'aviation dans le cadre du programme spatial. C'est ainsi que par inadvertance, j'en suis venu à l'interstellaire. Je peignais des étoiles, des points blancs sur fond noir que je déplaçais pour faire de l'animation à plans multiples. Je ne sais pas, j'avais été nourri de dessins animés de Disney et tout cela me fascinait. Comment avez-vous fait votre premier long métrage? Mon premier long métrage a été 2001. Vraiment? C'était votre tout premier? Et nous avons fait un film pour l'exposition mondiale de New York en 1964, un film sur l'espace. Pour la première fois, j'ai entrevu les possibilités de la photographie. L'aspect intéressant de ce film, c'est qu'il avait été tourné avec de la pellicule de 70 mm à 10 perforations et projeté avec un ultra grand angulaire sur un plafond en forme de dôme. Je l'ai vu, ce film. Oui, vous avez dû le voir. Kubrick a vu ça et quelque temps après, on m'a engagé pour aller travailler pour lui à Londres. Ce fut pour vous une expérience très intéressante, n'est-ce pas? Oui, formidable, parce que le fait de travailler pour Kubrick, c'était comme de suivre des cours dans la meilleure école de cinéma au monde. Car je ne connaissais rien de la photographie, j'avais là l'occasion de vraiment essayer toutes sortes de techniques nouvelles. À Londres, c'était ma première expérience du cinéma non dessiné. Je n'avais aucune expérience du système hollywoodien de tournage des longs métrages. Mais j'ai été chanceux. Le studio était syndiqué, évidemment, et avec les syndicats, tout est stratifié. Les uns font du plâtre, d'autres font de la menuiserie, d'autres de la photo. Mais nous tentions de faire toutes sortes de choses bizarres, parce que j'étais l'un des rares Américains, que j'étais là, en principe, pour un programme de développement expérimental. Les gens ont décidé qu'ils ne me créeraient pas d'ennui. Je pouvais tout faire. Je pouvais aller sur les plateaux, manier la caméra d'animation, je pouvais fabriquer des trucs en plâtre, grimper sur les maquettes, cogner du marteau, bref, c'était merveilleux. Personne d'autre à Londres ne pouvait faire ça, mais je crois que c'est très important. Une des choses qui, pour moi, est de première importance, c'est de pouvoir faire des films comme ceux qui, je pense, nous intéressent tous les deux. Il faut marier toutes ces diverses formes d'art. Il ne faut pas de cloisonnement entre elles. Vous savez, j'ai une devise, un axiome que je répète souvent en parlant de mon métier. Rien n'est impossible en animation. Je serais porté à dire maintenant que rien n'est impossible en cinématographie. C'est exact. En réalité, personne ne saurait rien dire, ni rien écrire, que nous ne pourrions pas, d'une façon ou d'une autre, transposer sur pellicule. Maintenant, je dirais que les effets spéciaux, l'élément fiction du cinéma, sont les plus grosses vedettes qu'il y ait à Hollywood.
And the best proof is Votre film en est la meilleure preuve. Et sauf tout le respect que je dois à Richard Dreyfuss, il n'y a pas de tête d'affiche dans ce film. name cast in it. The same thing. Il en est de même pour Star Wars, et c'est selon cette formule que, dans le temps, nous avons fait Destination Moon. J'aime assez faire des films sans vedette, car alors le film devient plus crédible. Dans Destination Moon et par après dans When Worlds Collide, rien que des inconnus. War of the Worlds, le premier ou le deuxième film de Jim Barry, et The Naked Jungle, le film avec plein de fourmis. C'était là le deuxième film de Charlton Heston. Est-ce vrai? Et Rod Taylor dans Time Machine. Vous en avez peut-être fait une vedette, Je non? serais curieux de connaître votre approche de la réalisation. Directing. Eh bien, pour ce qui est de la réalisation, l'un de mes problèmes, c'est que je n'y pense pas. Je pense à la fabrication d'un film, à tous les aspects d'un film. Je pense au son, aux images que je vais voir. J'ai tracé l'action dans ma tête. Mais je crois que, dans bien des cas, la réalisation est trop devenue une affaire où le réalisateur indique au comédien en détail l'interprétation qu'il veut. Assurément, beaucoup de réalisateurs se font une spécialité de diriger les comédiens. J'ai une vision plus globale et parfois, je suis intimidé par les réalisateurs. Je suis intimidé par l'idée qu'il existe cette spécialisation que je ne comprends pas. Avoir fait de l'animation est pour moi une chose capitale. Le fait de savoir image par image exactement ce que je veux voir, en faire un croquis, fixer la continuité, planifier d'avance, est vraiment l'aspect le plus important de tout le processus. Pouvoir prévisualiser, que ce soit à la manière de Hitchcock, de Spielberg ou de quelqu'un d'autre, car bien des gens utilisent les croquis de continuité. Mais, je ne sais pas, l'idée d'arriver sur un plateau et de totalement improviser une scène me terrifie complètement. Oh non. J'aurais peur de m'y attaquer si je travaillais ainsi. Oh non, jamais. You know, Doug is almost irresponsible. C'est presque de l'irresponsabilité que de ne rien préparer, surtout de nos jours, au prix que ça coûte. Une heure, c'est une heure à attendre que l'inspiration vienne. Je crois que c'était Georges Méliès. Oui, Georges. Il a été l'un des premiers à faire un film avec une histoire, qui n'était pas seulement un film à effets spéciaux. De la science-fiction. Oui, de la science-fiction, dès son premier film. Il comprenait la cinématographie image par image. Il est très important de ne pas l'oublier lorsqu'on réfléchit à toute cette question de l'animation, que tout film est une série d'images fixes présentées en succession rapide. Si vous avez compris cela, si vous comprenez ce qu'on peut faire avec une photographie, vous comprenez ce qu'on peut faire avec un film. And this is so few people understand. Peu de gens le comprennent, surtout au niveau des administrateurs. They say, Ils vous diront, c'est le texte qui compte. we read words, and I'm sure. Mais je suis sûr que vous en conviendrez, dès qu'il s'agit d'images. D'accord, le texte est important, mais le cinéma est fait d'images en mouvement. Actually, pictures in motion, and that's the kind of art. Voilà notre médium artistique à nous. Bien entendu, le texte parlé est important, mais ce n'est pas tout ce qui compte. Une foule de films bien faits et intéressants, sans aucun dialogue, exprime bien des choses. Tell an awful lot. That's right. You have to before movies existed. Oui, il faut comprendre qu'avant la venue du cinéma ou de la télévision, il y avait des conteurs, des dramaturges du théâtre. Il y avait ce dialogue, comme vous dites. And I think that some of the very first movies. Dans quelques-uns des tout premiers films, le cinéaste cherchait à provoquer une expérience, à dépasser l'intrigue. Dans les tout premiers films, les machins en noir et blanc, c'était horrible. Si un train s'avançait vers l'auditoire, les gens criaient et quittaient la salle en courant. Pour eux, c'était une nouvelle expérience. Il va de soi que nous avons dépassé cette époque. Un des buts que je visais, je crois qu'au cours de ma carrière, j'y aurais participé 2 fois, c'est l'expérience visuelle à l'état pur, qui serait totalement séparée du drame, de l'histoire à raconter. Totally separate from the drama, the story you're telling, and that is what, in the end of Ainsi, 2000, à la fin de 2001, c'est une réaction totalement subjective qui se produit chez les gens dans l'auditoire.
Justement, cela devient un échantillon du cinéma. Où est le texte là-dedans? C'est vrai, cela ressemble beaucoup Beaucoup à Close Encounters. C'est juste, c'est très semblable à Close Encounters. Toute la fin de Close Encounters peut se passer de dialogue. Oui, c'est exact. Parlons maintenant de science-fiction. Nous avions commencé par ça. Le premier film qui, d'après nous, racontait une histoire, c'était Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès. Depuis, il y a eu votre film Brief Encounter, Close Encounter plutôt, 2001 et Star Wars, et bien d'autres films dernièrement. Les gens disent que nous découvrons la science-fiction, mais la science-fiction a toujours existé. Les films à effets spéciaux aussi, et ils ont toujours eu du succès pendant toute l'histoire du cinéma. Mais les administrateurs semblent l'ignorer. Ils ne se souviennent pas de Metropolis, de Things to Come, des œuvres de H.G. Wells. Il y en avait beaucoup. Et la plupart de ces films ont été faits sans grande vedette. Par conséquent, cela prouve que la science-fiction est un véhicule parfait. Disons plutôt que le cinéma se prête très bien à la science-fiction et vice-versa. Je crois que le phénomène va encore plus loin. Il n'est même pas nécessaire que ce soit de la science-fiction. Tout au long de l'histoire du cinéma, on a créé des illusions. Que ce soit le partage de la mer Rouge, la création d'un lieu dans le passé qui n'a jamais existé. Ces illusions faisaient partie du processus de fabrication de films, par des groupes confinés à un secteur. Ce qui se produit aujourd'hui, c'est que... Et King Kong, ne l'oublions pas. Oui, King Kong, bien sûr. Enfin, il y a aujourd'hui une grande différence entre aller au cinéma et regarder la télévision. Le cinéma doit offrir un spectacle, créer une illusion. Il doit transcender la réalité. Voilà pourquoi je pense qu'on met l'accent sur les effets spéciaux. Ce n'est plus de la science-fiction en soi. Je ne dirais pas que l'aventure du Poséidon est de la science-fiction, ni Towering Inferno nécessairement. Ce sont des événements plus grands que nature, des phénomènes d'illusion. Nous sommes les magiciens du monde contemporain. Très juste. Nous avons tourné un film intitulé The Naked Jungle, basé sur une invasion de fourmis. Bien entendu, nous avions beaucoup de trucage, mais fait différemment. Nous avions beaucoup de fourmis, des vraies, des fausses, des fourmis en caoutchouc, dessinées, Dieu sait quoi. Mais nous donnions l'impression de fourmis envahissant un empire. Ce qui était une illusion. Eh bien, si vous pouviez obtenir tout ce que vous demandez pour votre prochain film, quelle direction prendriez-vous? La science-fiction, l'illusion, la magie? Quelle serait la prochaine orientation? À bien des égards, et depuis longtemps déjà, j'aimerais tourner la suite de Time Machine. Depuis longtemps, en fait, depuis que Time Machine a été terminé, j'ai voulu réaliser la dernière partie qui n'a pas été tournée parce qu'elle ne cadrait pas avec le film. Alors que le voyageur se dirige vers un futur très, très éloigné. Ce qui arriverait, et c'est très intéressant, ce qu'il découvrirait, les derniers vestiges de cette civilisation. Nous avons étoffé cette partie pour en faire un roman d'abord. Selon les prédictions de l'éditeur, ce serait un grand succès en librairie d'abord. Il ne sera alors plus facile ensuite de vendre le film. Je constate que les gens au studio me traitent maintenant très gentiment. J'aimerais savoir si vous discernez cette même tendance, vous aussi. Si vous croyez qu'il s'agit d'une orientation totale ou seulement d'un truc qui suivra la mode, comme les histoires d'amour. Non, je reste persuadé que les administrateurs continuent de voir dans les films de science-fiction, d'imaginaire et de fantastique, tous les films du genre. Une sorte d'enfant né d'un autre lit, surtout la science-fiction. Ils n'aiment vraiment pas qu'elle réussisse. Pourtant, chaque bon film de science-fiction qui sort est une réussite. Ils croient que c'est un coup de chance et le disent. J'ai entendu dire que Star Wars est un coup de chance et que cela ne se répétera pas. Et voilà que votre Close Encounters
prouve que ce n'est pas un coup de chance inattendu et qu'apparemment les gens veulent voir ce genre de film. On les prend un peu plus au sérieux. Et chaque studio de cinéma a maintenant une demi-douzaine de films de science-fiction dans la marmite. On s'y prépare, ce qui, bien sûr, est une erreur. L'imitation est une erreur. On devrait plutôt s'efforcer de faire quelque chose de totalement différent. Ainsi, Disappearance serait un film tout à fait différent de Star Wars ou Close Encounters ou 2001. Et pourtant, ce pourrait être une expérience captivante. Comment les persuader? D'ordinaire, le studio veut refaire son dernier succès, mais l'imitation réussit rarement. Je ne sais pas si vous avez vécu ou non cette expérience. Well, my experience is that in general, En général, j'ai constaté que les administrateurs qui dirigent l'industrie du cinéma, dans la plupart des cas, n'ont pas été cinéastes. Ils y sont venus par le biais d'une autre profession. Agents, hommes d'affaires, impresarios, j'ai du mal à m'entendre avec eux. businessmen particularly. And I find it particularly hard. Je travaille à un nouveau procédé qui fonctionne à un nombre d'images différent, pas à 24 images à la seconde. Les administrateurs ne savent pas qu'un film se déroule à 24 images secondes. Ils ne connaissent pas la différence entre 70 et 35 mm, ni entre le son stéréo et monaural. Les aspects les plus fondamentaux leur échappent. Je me demande s'il vous est arrivé, en parlant à un administrateur, de vous emballer en décrivant une idée ou un scénario de film et de le voir vous regarder avec l'air de dire « ce pauvre type déraille ». Enfin, vous voyez. Oh oui! Vous avez observé cette expression? Moi, oui. Et tout à coup, je fige, je ne peux plus en parler. Well, I find you have, in order to survive. Eh bien, je constate que pour survivre, quant à moi, il me faut être meilleur vendeur que cinéaste. En effet, si vous n'êtes pas vendeur, vous ne serez jamais cinéaste. Never be the filmmaker. And it's difficult. No, why do you do Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Why do I do Pourquoi it? je fais ce que je fais? Je ne sais pas. I think that by me having grown up, Peut-être parce que j'ai été élevé avec des dessins animés à la Disney. L'image dessinée peut tout créer, comme vous dites. Dans mon cas, maintenant, j'ai vraiment le sentiment, consciemment, même si c'est tout à fait récent, que le cinéma peut créer n'importe quoi grâce au trucage, à ce qu'on appelle les effets spéciaux. So I go back into. Alors, je me mets à réfléchir et je m'interroge. Qu'est-ce que je veux exprimer? Et le tout se résume à une foule de choses que j'essaie de faire interagir avec le monde qui m'entoure. Les gens me demandent, comment avez-vous fait ceci? D'où vous est venue cette idée? Je suis retourné en arrière pour tenter de comprendre mon propre processus mental dans la façon de concevoir un tableau. C'est comme un peintre ou un compositeur ou autre artiste qui essaie de communiquer à d'autres une petite idée de la façon dont la création se fait. Je travaille sur un film qui traitera de rêves, d'hallucinations, de processus mentaux. Le fait est qu'à mon avis, le cerveau humain est la vraie frontière. Le cerveau humain est à la source. The War of the Worlds. Le cerveau humain est à la source de tous les thèmes de nos films. Tout se passe dans notre imagination et je trouve ce processus fascinant. Le cinéma est, selon moi, le plus créateur des arts. Un tableau, une peinture sont statiques. Une pièce s'envole. Donc il ne suffit pas, semble-t-il, d'avoir une idée. On cherche. Mon but à moi serait en quelque sorte de prendre une idée. S'il ne s'agit que d'une idée, elle reste dans ma tête et personne ne la connaît. Mon plaisir, c'est de transformer mon idée en quelque chose de tangible et de perceptible. Voilà pourquoi je travaille à ce projet, qui déborde la photographie ou les effets spéciaux. Je travaille à un nouveau procédé cinématographique, à écran plus grand et plus large, avec plus de son, une image plus claire, de nouveaux objectifs. Tout cela fait partie de la cinématographie, selon moi, lorsqu'on revient au fondement même de la cinématographie.